au tout premier rallye des cimes. Il a fait 4 fois le rallye des cimes dans les années 60-70, jusqu'à 60-65 plus exactement. Il participait avec une Jeep Willys d'origine, avec une particularité à cette Jeep, elle avait ce qu'on appelle une boîte agricole avec des rapports très courts qui permettaient de monter vraiment des endroits très difficiles, mais surtout d'avoir un gros frein moteur dans les... Sur des sentiers de haute montagne, les pneus accrochent la rocaille comme le faisaient les sabots des mulets qui les ont tracés. Entre Haute et Basse-Soule, au cœur du Pays Basque, se dispute une étrange compétition issue des besoins locaux, le rallye des cimes. Pour vous, Arnaud Boucher, l'entraînement au rallye, c'est votre travail de tous les jours qui le provoque. Oui, tous les jours, je monte dans la montagne, voir les bergers, les troupeaux, et je redescends, je fais ça toute l'année, tous les jours. Quelles sont vos performances dans le rallye? J'ai terminé premier et deuxième 2 fois. Vous êtes sentinementalement très attaché à cette épreuve. Oui, pour une seule raison, c'est mon père qui l'a créé. Tout de suite après la guerre, mon père a acheté une Jeep et il s'en servait comme moi pour aller voir ses troupeaux en montagne, pour descendre du bois. On faisait à l'époque des coupes de bois en montagne et il était très difficile de descendre les troncs d'arbres. Et ensuite, il a fait les tournées, il a organisé des tournées de ramassage de lait en montagne. Les bergers sont très embêtés en montagne, ils ne peuvent pas vendre leur lait, ils sont obligés de fabriquer du fromage qu'ils conservent difficilement. Alors, mon père organisait ces tournées de lait, il ramassait le lait et il le vendait dans la plaine. Et il faisait ça tous les jours. C'est pour ça que peu de temps après, l'idée lui est venue de créer une course. Petit à petit, l'usage de la Jeep s'était vulgarisé. Tout le monde avait une Jeep. Et entre amis, ils ont dit, tiens, on va faire une course, on va voir quel est le meilleur. Et ils ont créé comme une course, tout à fait au début. C'était plutôt une question de suprématie entre amis, plutôt qu'une course. Quand mon père achetait la première Jeep, on était tous des gamins. On avait tous envie de piloter ces engins. Et mon frère, lui, sur l'utilisation de la Jeep, c'est quand même quelque chose de différent pour lui. Il est docteur. Au revoir, docteur. Au revoir. Docteur, entre vos mains, ce véhicule n'est pas seulement utilitaire, mais sanitaire. Et forcément, ici, les médecins de campagne sont obligés d'utiliser des véhicules comme ça parce que la plupart beaucoup de fermes sont isolées des routes praticables avec des voitures ordinaires. Alors, ils sont obligés de s'en servir des jeeps, des voitures similaires pour arriver à des fermes un peu isolées comme celle-ci par exemple. Et dans cette région, tous les médecins de campagne en ont pour faire leur travail. Forcément, on se sert de ces engins tous les jours. Et c'est un accident d'entraînement pour le rallye des cimes. On connaît très bien la montagne, on connaît très bien tous les chemins et on connaît aussi très bien les véhicules. Ce qui fait que c'est effectivement un accident d'entraînement. Vous êtes profondément attaché à cette épreuve. Oui, parce que c'est une épreuve qui a été faite par mon père et je crois que tous les membres de la famille, tous les membres masculins ont fait cette course depuis qu'elle existe. Votre oncle, par exemple? Mon oncle l'a faite, il a gagné, mon frère l'a faite, il a gagné. Moi je l'ai faite et je n'ai jamais gagné. Ce sera peut-être pour demain? Peut-être, oui. Yves Melou, vous êtes mécanicien et c'est votre passion de la mécanique qui vous a amené au rallye des cimes? Oui, la passion du sport automobile et puis de la mécanique. Mais mes moyens ne permettaient pas de faire d'autres rallyes, alors je fais le rallye des cimes. Et à quoi vous sert votre véhicule? Il sert toute l'année au dépannage en campagne, tracteur et voiture. De quelle date est-il? Au 1943. Mais il n'y a plus rien d'origine. Tout a été changé, les pneus redessinés, les moteurs refaits, les ponts changés, tout. Ça a très souffert. Je crois qu'il existe entre les concurrents une grande camaraderie. Vous échangez votre matériel, vous le prêtez. Oui, l'esprit de camaraderie qu'on ne retrouve nulle part, je crois. On prête les roues, les clés, enfin, il n'y a pas de... Avant de partir, tout le monde est à égalité, quoi.
Les concurrents partent toutes les 3 minutes. Top. Pendant 2 jours, sur 2 étapes et 153 km, ils vont rallier Cambo-les-Bains à Licatéré, avec un crochet en Pays Basque espagnol. Ils traverseront sans avoir le loisir de les admirer les somptueux paysages de ces contreforts pyrénéens. Ils auront à vaincre l'école de Jarrat, d'Aradoy, de Selaï, de Teinture. Les ombrages de la forêt d'Irati, la plus belle forêt de hêtres d'Europe, leur apporteront un peu de fraîcheur. Mais pas une seconde leur attention ne sera déviée, car le danger est toujours présent. Le précipice borde souvent le sentier et les caillasses ont des saillies meurtrières. Pour négocier leur virage, ils cèdent souvent de la paroi du rocher. Si la route est dangereuse, les éléments ne le sont pas moins. Les nappes de brouillard qui s'accrochent au sommet ralentissent l'allure et exigent la prudence. Une fois n'est pas coutume.
changeant 1000 fois de vitesse, crabotant leurs roues, heurtés, ballottés, éjectés parfois, ces conducteurs sortent meurtris de cette épreuve. Demandant le maximum à sa machine, voici le numéro 28, le futur vainqueur. Purs amateurs, ils en ont l'enthousiasme, l'acharnement, la volonté. Et cela n'est pas étonnant, car pour tous les Basques, chaque jeu devient un enjeu. À l'occasion, je dirais, d'une sortie spéciale du Grand Échiquier, Jacques Chancel qui était venu avec des personnalités du monde du spectacle et politique. Et je sais que mon père m'avait raconté qu'il avait monté notamment ce fameux mur du Sélaï, avec Edgar Pisani qui était le ministre de l'Agriculture de l'époque. Et je peux vous dire qu'il avait monté le plus vite possible pour lui donner le plus de frayeur. Et je sais qu'il y a une photo souvenir qui en témoigne. L'Icatéret, pittoresque bourgade de la Haute-Soule, qui a su conserver ses traditions, est le théâtre depuis 1953 d'une compétition automobile d'un genre unique, le circuit des Cimes, réservé aux véhicules tout-terrain et organisé par l'Automobile Club Basco-Béarnais avec le concours de la Mobile Oil française et sous le patronage de l'Argus de l'automobile. La veille du départ, on procède à la pose des plaques
et aux vérifications techniques. Le Soleil semble vouloir favoriser cette 9e édition de l'épreuve. Avant la mise en parc fermé, les pleins des réservoirs sont faits avec du carburant mobile mis par les organisateurs à la disposition des concurrents. Des essais de freinage obligatoires font partie des consignes générales de sécurité. Ils se déroulent en présence des commissaires techniques de l'épreuve. Hélas, le samedi matin, lorsque la Land Rover du directeur de la course, pilotée par Robert Legrand, vainqueur en 1964, ouvre le circuit, la pluie, qui ne s'arrêtera que rarement pendant 48 heures, a déjà transformé la piste en une fondrière. La première des 6 épreuves chronométrées, qui escalade sur 3 km le col d'Orgambideshka, met tout de suite à l'épreuve pilotes et voitures. La conduite dans ce terrain où certaines pentes atteignent 45 degrés pose des problèmes bien différents de ceux de la conduite sur route. Il faut choisir sa bonne trajectoire, batailler avec le volant pour enrayer les glissades, viser juste pour placer la voiture dans des sentiers qui n'ont parfois que sa largeur, et tout cela en allant le plus vite possible. Dans cette montée, la plus abrupte de tout le circuit, les temps imposés variaient selon les cylindrées de 5 minutes à 5 minutes 45 secondes. Le meilleur temps a été réalisé par Marcel Ricart, le trompe-la-mort d'Interville, sur sa Renault Sympar 4x4 numéro 18, 5 minutes 51 secondes 6 dixièmes. Les hélicoptères de la protection civile assuraient la sécurité de l'épreuve, tandis que la gendarmerie effectuait les liaisons radio. À la fin de la première matinée, une étape de liaison de 11 km à travers la magnifique forêt d'Irati amenait les 14 concurrents au chalet Pedro, à 1000 mètres d'altitude. Là, les uns déjeunaient, d'autres procédaient à quelques réparations, sanctionnés du reste par le règlement en point de pénalisation. Une seconde montée chronométrée devait hisser cette fabuleuse caravane au Pico Cabé, à 1463 mètres, avant la plongée sur l'Espagne. Au total, le circuit comptait une centaine de kilomètres, dont 18 d'épreuves de classement et le reste en secteur de liaison. Les voitures, toujours par mesure de sécurité, devaient être dépourvues de pare-brise ainsi que de portières, et les pilotes devaient porter le casque protecteur tout au long du parcours. Il faut noter qu'une bonne quantité des jeeps en compétition étaient les mêmes qui servent toute l'année à leurs propriétaires pour les travaux agricoles et forestiers. On devait compter également des conducteurs parisiens et auvergnats venus se mesurer sur leur terrain avec les pilotes pyrénéens. Cette incursion leur fournit l'occasion de découvrir des paysages ou charmants ou grandioses et d'inaugurer ainsi une formule originale de tourisme en automobile. En Espagne, le public n'était pas le moins intéressé. Une course de côte sur route de 2 km partant du village d'Arrive, laissait pour une fois parler la puissance pure. Arnaud Bouchette, fils du fondateur de l'épreuve, devait triompher sur sa Jeep Willys numéro 14 en 1 minute 58 secondes. Le samedi soir, l'étape se faisait à Bourguette, gros bourg espagnol qui fait face de l'autre côté de la montagne à Saint-Jean-Pied-de-Port. Auparavant, sur un terrain communal parfaitement adapté aux grandes manœuvres, devait se dérouler un gymkhana au cours duquel les pilotes manifestaient devant un public passionné aussi bien leur habileté que les capacités de franchissement parfois acrobatiques de leur monture. Les 14 voitures en course étaient réparties en 4 groupes. Voitures à essence jusqu'à 700 cm3, de 700 à 1000 cm3, de plus de 1000 cm3 et voitures diesel. Toutes devaient en principe avoir les 4 roues motrices, mais avec l'accord des autres concurrents,
la Chrysler Farmobile numéro 12, bien qu'équipée d'un seul pont moteur, avait été autorisée à concourir dans la classe moins de 700, correspondant à sa cylindrée de 697 cm3. La Renault Sympar numéro 18 se trouvait en classe 2, 700 à 1000, tandis que le peloton le plus important, celui des Jeep Ford et Willys, auquel se mêlait une Land Rover, constituait la classe 3. Enfin, en catégorie diesel, on notait une autre Land Rover et 3 tracteurs Cournil construits à Aurillac. Les rares parties routières n'étaient pas, sous cette pluie implacable, celles qui exigeaient des pilotes les moindres qualités de sang-froid. En ce dimanche matin, sur la route de Roncevaux, les mânes de Roland durent parfois s'étonner de l'allure de ces modernes chevaliers. Et c'était le départ pour la dernière étape. En 22 km, rendus terriblement difficiles par le terrain détrempé, absolument savonneux, elle ramenait les concurrents en France. Franchi l'Alto Napoléon, s'entamait une longue descente à flanc de montagne, et, sur les vastes plateaux, il fallait parfois tracer sa piste soi-même pour trouver le terrain le plus favorable. Pendant ce temps, à Saint-Jean-Pied-de-Port, on se distrayait, en attendant de voir se présenter sur les glacis de la citadelle les rescapés de cette épique randonnée. Or, tandis que M. Olibet, directeur de la course, agitait au passage de chaque voiture ce drapeau à damier tant désiré, on s'apercevait avec satisfaction que tout le monde rentrait à bon Saint-Jean-Pied-de-Port et qu'on n'avait à déplorer aucun incident grave, sinon quelques ennuis mécaniques. Dans l'après-midi, sur un circuit tracé autour de la citadelle, se disputait une épreuve de maniabilité longue de 2 km. La principale difficulté résidait dans le passage extrêmement étroit des piles d'un petit pont. Il fallait vraiment viser droit pour foncer dans ce goulet à peine plus large que les voitures. Jean Hiriart, enfant du pays, forçant sa Jeep Ford numéro 24, prenait le meilleur avec 2 minutes 50 secondes, devançant de 4 dixièmes de seconde seulement Marcel Ricard et sa Renault numéro 18. Arnaud Bouchette, qui était jusque-là en tête de sa classe, devait concéder 10 secondes 6 dixièmes par suite d'ennuis de soupape. Les classements s'établissaient finalement ainsi. La Chrysler Farmobile numéro 12 s'attribuait la classe 1. La classe 2 revenait à Marcel Ricard de Tarbes sur Renault Sympar 4x4 numéro 18. En classe 3, Jean Hiriart de Saint-Jean-Pied-de-Port, Jeep Ford numéro 24, remportait la première place, devant Arnaud Bouchette, Jeep Willys numéro 14, de Licateret. Enfin, en catégorie diesel, le Palois José Bidegain à la Voie d'Or plaçait en tête son tracteur Cournil numéro 10 à moteur Indénor 6 cylindres, suivi du Parisien Roger Gossin sur sa Land Rover numéro 2.